Donc aujourd'hui, dans le nouvel épisode de Demain est durable, j'ai le plaisir d'accueillir Thomas Lemal. Comment tu vas, Thomas? Bonjour Antoine, bonjour à tous, ça va très bien. Merci pour cette invitation. Merci à toi, merci de l'avoir accepté. Très content de parler aujourd'hui de plein de sujets, surtout d'un sujet que j'ai pas encore abordé au sein du podcast, à savoir le vin, le secteur du vin, tout ce qui concerne plus globalement ce secteur-là, les impacts qu'il peut avoir, l'impact du réchauffement climatique sur le vin, l'industrie au global, bref, plein de beaux sujets à parler aujourd'hui, d'autant plus juste avant les fêtes. On tourne cet épisode juste avant les fêtes, donc ça a un peu plus de sens aussi. Euh, je vais démarrer l'épisode par une présentation, savoir qui tu es. Qui es-tu, Thomas? Écoute, je suis marié, je suis papa de quatre enfants et je suis entrepreneur. J'ai 37 ans depuis une semaine et, Bon anniversaire, en retard du coup, mais bon anniversaire. et je crois que l'entrepreneuriat, c'est un énorme levier pour répondre aux enjeux de société. Peut-être pour mon parcours, j'ai fait une école d'ingé, les arts et métiers. J'ai travaillé 6 ans chez L'Oréal derrière, un an chez Danone. Et pendant mon cursus chez Danone, j'ai fait un MOOC avec Ticket for Change et HEC pour devenir entrepreneur du changement. Et depuis toujours, j'aime bien créer ce qui me manque. Et là, je me suis dit, moi qui suis assez clair sur ces sujets d'entrepreneuriat et ces sujets de servir le changement, il faut que je me lance parce que je me sentais appelé à ça. Et donc, j'ai quitté Danone pour monter un projet sans vraiment savoir lequel. Et par chance, vraiment par hasard, j'ai rencontré François Xavier, qui est mon associé chez Huawei depuis 7 ans. François Xavier, lui, travaillait dans le vin auparavant Ok. et il travaillait pour un domaine dans le Jura où il y avait une partie qui n'était pas en bio, il n'avait pas la main pour changer ça. Et il avait des collègues qui partaient en masque à gaz, en combinaison dans les vignes pour aller gazer les vignes, etc. C'est très bizarre à ses yeux. Il s'est dit, une fois que j'aurai quitté ça, je veux contribuer à servir l'inverse ou à servir le changement lui aussi. Et donc, on est très complémentaires l'un et l'autre. Et ensemble, on a créé OE. À quel moment tu décides donc tu parlais de L'Oréal, ensuite de Danone, euh, de ta rencontre avec ton associé pour ensuite aller plus sur ce secteur viticole. Toi, de ton côté, tu avais des envies avant d'aller sur ce secteur-là, ou c'est par lui que tu as découvert ces enjeux-là? En fait, moi, j'aimais et j'aime toujours le vin, mais pas du tout de manière pro, on va dire. Fix, lui, connaissait beaucoup mieux ces enjeux-là et la technicité du vin en tant que produit, en tant que boisson, mais aussi en tant que biodiversité, impact et tout ça. Donc c'est plus lui qui m'a highlighté à ça et après très rapidement on s'est rendu compte que c'était à la fois un terrain de jeu fantastique pour créer plein de choses et à la fois il y avait une nécessité de d'impact ou de changement nécessaire quoi. Et donc nous on se sentait les épaules pour essayer de porter quelque chose là-dedans. Mais c'est vraiment venu par lui. Effectivement. Après il y a vraiment plein de sujets divers dans le vin et plus ça va, plus on en découvre aussi, encore maintenant. Donc il y a des choses vraiment, on se rend pas compte. Il y a aussi des schémas mentaux qui sont évidents. Et en fait, avec un peu de recul, on se dit, en fait, on peut faire autrement, on peut faire l'opposé, on peut pas faire même, etc. Donc voilà, on navigue vraiment là-dedans. Et je dis naviguer parce que c'est vraiment un chemin. Et ensemble, tous les deux, et avec l'équipe, on progresse, on avance, on se confronte et ouais, ça bouge. Sur ce secteur-là, donc tu vois, t'y viens. Tu disais, on va naviguer aussi au sein de l'épisode pour aller chercher les différents sujets sur la biodiversité, sur autres, déjà sur le vin, sur déjà ce qui intéresse, j'imagine aussi les auditeurs auditrices avant de parler de l'industrie, de ce qu'on peut faire évoluer. Quel est l'impact du réchauffement climatique? Parce que c'est déjà un gros sujet, je pense qu'on va y passer un petit bout de temps aussi. Le réchauffement climatique sur le secteur au global. Hmm. C'est une bonne question. Pour être franc, je crois que l'impact qu'on mesure ou qu'on ressent le plus aujourd'hui avec nos viticulteurs, c'est tous les tourments, on va dire, toutes les turpitudes climatiques qui affectent directement la vigne. C'est pas tant le réchauffement en tant que tel, en tout cas aujourd'hui, que la grêle, les pluies hyper denses d'un coup qui tombent, etc. Donc c'est plus ça aujourd'hui que nos viticulteurs en tout cas subissent que le pur réchauffement avec les degrés Oui, en plus. changement, quand je dis réchauffement, c'est ouais, c'est changement Ouais. global, quoi. Et ça, honnêtement, je sais, en discutant avec nos viticulteurs, que c'est vraiment un sujet de stress. Et c'est un métier qui est magnifique, mais ce stress supplémentaire, il est quand même dur, quoi.
dur pour eux. Là, la récolte cette année sera super bonne, mais il y a 2 ans, la récolte était ultra mauvaise, quoi. Et donc, eux, ils mettent toute leur vie ou tout leur temps, en tout cas là-dedans. C'est vraiment ouais, pressurisant. Enfin, il y a quelque chose de très mental aussi à ça. Et je pense qu'il y a peu de gens qui sont mentalement touchés par le réchauffement. Alors, on est tous touchés d'une manière ou d'une autre, mais et eux, vraiment, c'est leur travail, c'est leur récolte, enfin, vraiment, quand on va chez nos vignerons, eux, ils passent un temps monstrueux dans la vigne à couper, ici et là. Enfin, vraiment, c'est leur récolte, quoi. C'est le fruit de leur travail. Euh, et je trouve que c'est très personnellement qu'ils sont affectés, quoi. Euh, voilà. Après, il y a plein d'études, et pour être franc, je suis pas expert du sujet, mais il y a plein d'études sur le futur. Quelle sera la vigne en France en 2050? Est-ce qu'il faut planter en Île-de-France? Est-ce qu'il faut planter en Angleterre, etc. Honnêtement, nos vignerons, aujourd'hui, ils sont pas encore dans ces sujets-là. Je sais que certains font des tests de tel ou tel cépage pour peut-être anticiper, mieux s'adapter. Euh, voilà. Mais ça, c'est encore le début de ce chemin-là pour eux. De toute façon, on va espérer ne pas y arriver, hein, pas arriver dans un excès à devoir planter des vignes en Angleterre ou autre pour qu'on ait les différences de température, etc. Mais en effet, comme tu disais, je pense qu'il y a un impact, enfin, tu le disais, du changement climatique, de la grêle pour aller casser des récoltes, en fait, hein, parce qu'on est dans l'agriculture. Euh, sur, euh, sur le secteur en global, toi, quand tu démarres ce sujet-là, d'aller créer avec ton associé euh, OE, donc la marque que vous avez créée, on en reparlera bien entendu au fur et à mesure de l'échange. Qu'est-ce que t'as appris sur le secteur au global, de l'impact que pouvait avoir le secteur sur euh, l'impact carbone, l'impact des déchets, etc. que pouvait avoir le secteur? Euh, Bah, il y a plusieurs zones d'impact, il y a plusieurs sujets. C'est une vaste question. Il y a évidemment, c'est un projet, un produit agricole, donc évidemment, tu as le côté biodiversité, pesticides. Euh, Ce que je trouve assez génial dans ce métier-là du vin, c'est qu'à la fois, d'une d'une part, tu peux être un enfer de biodiversité. La vigne, ça reste une monoculture intensive. Tu as des régions où vraiment tu que des rangs de vignes. Alors c'est magnifique, mais en fait pour les oiseaux, il n'y a pas un lieu où se poser, par exemple, etc., etc. Donc après c'est toute la chaîne alimentaire qui est déréglée. La vigne, c'est 4% de l'agriculture en France, mais c'est 20% des pesticides. On ne le sait pas, mais le Mm. raisin, c'est le fruit le plus pesticidé de tous les fruits. Ok. Et Pour quelle vraiment, ça raison? pose. Bah parce que on produit dans des zones humides, et donc dans ces zones humides, c'est pas toujours simple d'être en bio et de bien produire. Parce que c'est un produit à haute valeur ajoutée. Donc quelque part, si on peut faire cracher la vigne, bah les bénéfices sont là. Aussi parce que ça a été autorisé et puis c'est une habitude qui a été prise. Voilà, enfin c'est multiple quoi. Et maintenant, on s'aperçoit qu'on sait faire autrement. Donc à la fois, on a un constat qui est assez alarmant, et en même temps, on voit que tu peux faire autrement. Et quand on va chez nos vignerons, où tu t'aperçois à quel point c'est possible de faire l'opposé. Et tu as un vin qui est absolument délicieux, ultra bien produit, qui nourrit la biodiversité, et la biodiversité nourrit l'écosystème général, et donc ta vigne, et donc ton vin. Il y a quelque chose d'ultra bénéfique et assez merveilleux à observer. Et cette boucle vertueuse, bah, elle est géniale, quoi. Quand tu la vois, quand tu la touches de tes mains, quand tu l'observes avec les vignerons, mais tu te dis, mais je ne peux pas servir autre chose que ça. Euh, et c'est pour ça, parfois, quand on est dans des discussions commerciales, etc., et qu'on te dit, mais non, moi, je veux des vins à 2 euros, et c'est comme ça. Mais tu te dis, mais mec, en fait, oui, tu as un prix, 2 euros, très bien, mais c'est impossible de servir la biodiversité, c'est impossible de ne pas la détruire avec ce vin à 2 euros. Donc tu m'imposes ça. Donc déjà, moi je perds le deal parce que jamais je répondrai à ça. Mais surtout en imposant ça à ton marché, eh ben voilà ce que tu génères. Mais en fait, les gens ne sont pas conscients parce qu'ils font pas le lien. Eux, ils voient un prix sur un devis. Mais la vraie vérité, c'est que derrière, tu as vraiment des animaux, des plantes, des coccinelles. Enfin, c'est très concret, quoi. Et quand tu vas dans les vignes et tu vois ce que ça sert ou ce que tu desserres, bah c'est monumental, quoi. Et ça rejoint, c'est plus philosophique, mais ça rejoint un peu l'aspect de déconnexion, tu vois. Quand je discute avec les acheteurs, je me dis, mais vraiment, il faut aller dans la vigne, il faut voir, quoi. Et ton acte d'achat, et ça vaut pour les grands acheteurs de différentes entités, mais ça vaut aussi pour nous en tant que consommateurs, acheteurs personnels. Bah, quand on voit ça de tes yeux, mais ça change tout à ton acte d'achat derrière, quoi.
C'est vrai que quand on achète, quel que soit le produit, on est souvent déconnecté de la réalité, déconnecté de ce qu'il y a derrière. Et le prix joue un grand rôle, hein. Ouais, tout à fait. Ça a raison la plupart du temps quand même. Et c'est vrai que ça nous incite malheureusement quand on connaît pas la réalité derrière. Si on savait la réalité de tout ce qui est peu cher, il y a beaucoup de chances qu'on change pas mal nos habitudes de consommation. Tu parlais Ouais. avant de parler des autres parties de déchets, etc. Je restais sur ce sujet-là de la culture au global. Euh, Toi, quand vous allez voir les vignerons, euh, tous les producteurs avec lesquels vous travaillez, quand est-ce qu'ils ont fait le mouvement de passer d'une agriculture industrielle classique avec beaucoup de pesticides à une agriculture bio? On va en parler aussi de ces sous-parties-là parce que ça m'intéresse, biodynamie, etc. Quand est-ce qu'ils ont fait ce passage-là? Comment est-ce que eux ils ont eu ce déclic? Franchement, il n'y a pas de règle. On a des vignerons qui sont en bio depuis, je sais pas, plus de 70 ans parce que c'est leur père qui déjà ou leur grand-père qui sont déjà passés en bio à l'époque, etc. Hyper intéressant. Là, je pense à un en particulier, mais qui a des meilleurs rendements que ses voisins qui sont pas en bio parce que justement sur son vignoble, il a réussi à réinstaurer un écosystème tellement favorable et tellement installé que du coup ses rendements sont meilleurs, quoi. Et qu'en plus, il a des très bons prix parce qu'il n'a pas besoin de mettre tous les e-seeds qu'on peut connaître ou pas d'ailleurs, et qui coûtent hyper cher, quoi. Donc hyper intéressant. Après, on a d'autres vignerons où c'est beaucoup plus récent. Je pense à un en Côte-du-Rhône, là, tu vois, son père était en conventionnel ou en chimique, et lui a repris le domaine, bon, il y a peut-être maintenant une vingtaine d'années, mais c'est lui qui a fait la transition, et souvent c'est après avoir eu des enfants, et souvent on s'aperçoit que les gens passent au bio après avoir eu des enfants parce que ça t'alerte un peu sur certains sujets. Donc pour certains vignerons, c'est ça. Et c'est assez intéressant, tu vois, là je pense à Denis, typiquement en Côte-du-Rhône, qui me disait, mais vraiment, j'envoyais mes pesticides, mais je passais 2 fois pour être bien sûr que j'avais bien rien loupé, quoi. Et là maintenant, il me dit, mais quand je repense à comment je bossais, mais je tombe des nues, enfin, j'ai quasi honte de ma manière de bosser avant. Mais juste, c'était la manière qui était. Honnêtement, moi, je leur jette pas du tout la pierre parce que on leur a vendu monts et merveilles, on leur a dit que c'était ok, qu'il n'y a pas de problème, tu vois. Et lui, son père est décédé d'un cancer. Et il nous dit concrètement, il est mort de son travail, quoi. Voilà. Mais on leur a vendu, on leur a menti, je pense, tu vois. Donc voilà. Et petit à petit, je sais pas, il y a aussi un côté plus positif d'émerveillement. On a vraiment des vignerons. Pour le coup, là, je pense à 2 vigneronnes qui sont émerveillés de la biodiversité, qui veulent nourrir ça, qui veulent servir ça, et qui observent, qui analysent. Et quand tu vas chez elles, elles disent, bah vas-y, fais un pas dans l'herbe et tu vas voir ce qui va se passer. Et tu fais ton pas dans l'herbe et t'as plein de petits moucherons, une abeille, une coccinelle. Et elles disent, bah regarde, regarde, ça c'est la folie. Et elles vivent pour ça, quoi, tu vois. Et un peu comme nous, elles produisent du vin pour servir, quoi. Il y a un truc qui les dépasse et j'adore cette logique-là. Voilà, donc en gros, la conversion de conventionnel à bio, honnêtement, ça dépend des uns des autres, mais à chaque fois, ces histoires, elles s'enrichissent et elles sont, je trouve, assez fabuleuses en fait, tu vois. Euh, ouais. Et c'est audacieux parce que vraiment, c'est un autre travail, c'est changer ses habitudes, même changer ses outils. Il faut investir, il faut apprendre, il faut se mettre en déséquilibre aussi. Donc, c'est pas juste, je passe en bio. C'est loin d'être si simple, quoi. Tu vois, quand t'as instauré, on t'a formé comme ça, on t'a rassuré. C'est aussi remettre en cause, je sais pas, bah, le travail de ton père, de ton grand-père. Enfin, voilà. Et puis ça se passe sur le terrain, ça se passe dans le temps long aussi. C'est plus d'efforts. Tu mets en danger ta récolte et donc, je sais pas, ton prêt sur ta maison, etc. Enfin, il y a des enjeux dont on se rend pas forcément compte. Et moi, je suis assez admiratif de nos vignerons, mais des vignerons au sens large. Il y en a vraiment de plus en plus qui basculent, quoi. Et qui basculent en bio, et qui basculent aussi au-delà du bio après. Et donc, c'est passionnant de voir ce chemin aussi se réaliser euh, avec eux et avec tout l'écosystème qui est autour d'eux, quoi. Concrètement, à quoi ça ressemble une, pas une récolte bio, mais un domaine avec des conditions favorables à la biodiversité? Hormis le fait d'enlever les pesticides, bien entendu, hein, qu'est-ce qui va être pris comme décision par les viticulteurs, les viticultrices? Bah, c'est assez marrant, tu vois, on était dans le budget, là, chez un de nos vignerons, il y a un an, chez qui on avait fait les récoltes, d'ailleurs, avec toute l'équipe, les vendanges. Et il nous montrait vraiment, il a un voisin qui est un, entre guillemets, vieux de la vieille, qui est en conventionnel pur et dur et ne bougera pas, quoi.
Et vraiment, tu fais 2 mètres à droite, tu vois ce voisin, t'as l'impression que sa terre est brûlée, mais genre vraiment, t'as l'impression que y a rien, c'est brûlé, mais vraiment, c'est pas un cliché, quoi. Tu fais 2 mètres à gauche, tu es chez eux, et t'as de l'herbe, t'as du vert, mais genre vert fluo presque, tu vois. Enfin, c'était une belle journée. Et quand je dis ça, j'ai l'impression vraiment de faire le cliché LinkedIn, etc. Mais vraiment, franchement, quand j'ai vu ça, je me dis, mais c'est choquant, quoi. Enfin, la différence est choquante. On a une où vraiment c'est un peu jardin d'Éden, je tire un peu le trait, et l'autre c'était vraiment brûlé, quoi. Et je pense vraiment la différence elle est dans la question de vie, enfin, dans le vivant, dans le respect du vivant, favoriser le vivant. Et toute cette boucle assez vertueuse que tu retrouves dans cette nature, tu vois, où rien ne se perd, tout se transforme, chaque déchet naturel, bah en fait ça devient un compost, ça devient un petit outil pour faire un nid pour les uns, pour faire un petit terrier pour les autres, etc. Enfin, tu as ce truc-là très vivant, absolument magnifique, je trouve, tu vois. Et nos viticulteurs, ou en tout cas un viticulteur qui va être en bio et au-delà, bah, il va chercher à favoriser ça et à utiliser ça au profit de sa vigne, ou intégrer sa vigne dans ce schéma-là, quoi, tu vois. Et ça nécessite pour eux une connaissance du vivant qui est passionnante, mais qui est challengeante aussi. Et ce qui est impressionnant, c'est que c'est un peu sans fin ce travail-là. Tu vois, donc ils sont tout le temps en train de découvrir une nouvelle herbe, une nouvelle espèce, une nouvelle relation entre deux espèces, etc. Et donc, bah, eux, ils cherchent à favoriser ça, enrichir la terre. Et tu vois, souvent, quand tu vas chez nos vignerons, et encore plus ceux qui sont en biodynamie, parce que vraiment, ils travaillent ça précisément, mais ils vont creuser dans la terre et toucher la terre, tu vois qu'elle est un peu humide, qu'elle est légère, enfin, tu vois qu'elle est, je sais pas, il y a de la vie, quoi. Tu vois des vers de terre, certains mesurent le taux de vers de terre par kilogramme de terre, etc. Dans une vigne pas bio, bah évidemment, t'as pas ça. Et tu as moins cette sensibilité-là, et donc tu viens compenser par d'autres produits, évidemment, extérieurs, etc. Voilà, mais je pense que tu as cette vie, en fait, c'est vraiment ça la différence, quoi. Tu as cette vie, et un peu lié à ça, tu as de la joie. Enfin, il y a un truc très, encore une fois, un peu philosophique, quoi, tu vois, chez nos Ouais, ça se vignerons. nourrit, quoi. Et Tu vois. les deux se nourrissent au fur et à mesure. On passe Ouais, d'une agriculture un peu classique où on va dire, on subit, enfin, on va pas faire pas faire des clichés comme tu dis, hein, ça a pas d'intérêt, mais où on peut potentiellement subir le fait d'être dépendant de ces pesticides, à redécouvrir un peu un métier, c'est ouais, redécouvrir une autre manière de produire. Après, faut être vraiment motivé pour le faire aussi, hein. C'est quand même un passage d'un autre métier à un autre, c'est pas les mêmes métiers, comme tu dis. Et puis la ouais. base est la même. Mais ouais, ça doit être assez impressionnant à voir, honnêtement, de voir la différence entre deux domaines côte à côte. Tu parlais d'un terme juste avant, la biodynamie. Je voulais que tu m'expliques, si tu peux, la différence entre, il y a plein de termes, j'aime aussi le vin, bien entendu, mais je suis pas un expert, loin de là, entre les vins biodynamiques, entre les vins bio, entre les vins nature, je crois aussi, il y a. Euh, c'est quoi les différences entre chaque et on va pas les classer en termes de degrés, mais comprendre ces différences-là pour pouvoir mieux nous aider à choisir aussi ce type de vin, savoir sur quoi on met notre Ouais. argent aussi. Alors, donc il y a nature, bio et biodynamie, c'est un peu les trois Ok. existants, il y a toujours d'autres choses en plus, mais bio, en gros, l'idée c'est de pas mettre d'intrants chimiques. Donc tout ce que tu peux mettre sur la vigne est naturel, avec par exemple des limites comme le cuivre, où le cuivre c'est une matière naturelle, mais si t'en mets trop, le cuivre c'est un pesticide, mais naturel. Si t'en mets trop, bah tu peux détruire les sols parce que c'est nocif s'il y en a trop, quoi. Il y a plein de choses naturelles qui en fait sont nocives si t'en prends trop. Bien sûr, bien sûr. Euh, donc ça c'est le bio. Moi ce que j'aime c'est aller au-delà du bio aussi parce qu'en fait les critères du bio sont vraiment très ciblés sur les intrants que tu mets ou les intrants que tu mets pas sur la vigne, quoi. Euh, dans les vins nature, c'est l'idée, le concept c'est plutôt de laisser la nature au maximum prendre soin de la vigne et vivre, quoi. Mettre aucun intrant, donc tu tends vers ça, y compris les sulfites. Une fois que tu as Ok. produit le vin, les sulfites ils viennent stabiliser le vin, tu vois, pour pas qu'il bouge. Et donc dans les vins nature, tu mets pas de sulfite. T'as pas d'ajout Euh, de sulfite par la suite, c'est ça? oui, voilà. Sachant que Ok. naturellement, le vin produit des sulfites, naturellement. C'est pour ça que sur chaque bouteille, y compris des bouteilles de vin nature, il y a marqué ce vin contient des sulfites, parce que naturellement, le vin en produit. Ce qui lui permet d'être équilibré. Dans des vins avec des sulfites ajoutés, bah, t'en rajoutes pour tenir cet équilibre. Et si tu veux des vins qui ne bougent pas, bah, tu rajoutes la blinde de sulfite et comme ça, il est vraiment
équilibré, sachant que ça se ressent derrière. Mais Quand tu veux voilà, dire dans les vins équilibré, blancs, ça veut dire qui tient dans le temps? Ça veut dire quoi équilibré? qui tient dans le temps et qui passera pas au vinaigre, qui passera pas. Tu sais, en fait, le vin c'est un état instable. Donc enfin, pour le tenir stable, tu mets des sulfites, ça le tient stable, quoi. Sinon, il peut passer au vinaigre, par exemple, tu vois. Et c'est dans le cliché des vins nature, les gens qui veulent décrédibiliser les vins nature disent, justement, c'est des vins qui sont pétillants, c'est des vins qui sont bizarres, etc., parce que ils sont pas stables. Mais pour autant, tu as des vins nature qui sont absolument exceptionnels. Voilà. Peut-être un petit bémol sur les vins nature. Alors, je suis pas un grand expert des vins nature, mais il y a peut-être peu de cadres encore aux vins nature, ce qui est cool parce que c'est quelque chose de très libre. Et en même temps, du coup, c'est peut-être moins contrôlé ou moins labellisé, moins certifié. Mais voilà, c'est un peu certaine vue des choses. Vin bio, c'est très contrôlé, etc. Mais c'est sur un périmètre qui est quand même petit, mine de rien. Tu peux faire 5 fois le tour de ton domaine en tracteur tous les soirs, tu restes bio, tu vois. Donc, ça n'empêche pas d'avoir des incohérences, quoi. La biodynamie, c'est hyper intéressant. C'est Steiner, alors j'ai pas l'année, mais c'est vraiment un très ancien Steiner qui a écrit les préceptes de la biodynamie. En très gros, l'idée c'est de travailler aussi en conscience de la nature, en conscience de la lune, de ses effets, des étoiles, etc. Donc c'est quelque chose d'un peu plus peut-être philosophique aussi. Et il y a plein de gens, je trouve ça hyper intéressant, tu vois, plein de gens qui rapprochent la biodynamie de la médecine chinoise, où tu vois des effets, mais tu sais pas forcément les expliquer scientifiquement, de manière très cartésienne, etc. Moi, j'ai discuté dans un très grand domaine en Bourgogne, avec le chef de culture, qui me disait, moi, je suis en biodynamie, je ne sais pas tout expliquer, mais j'en vois les bénéfices dans le vin. Et donc, j'adore, quoi, tu vois. Et lui, il me dit, par exemple, quand tu as un groupe d'amis et quelqu'un est de bonne humeur, et bizarrement, le groupe d'amis est de bonne humeur, quoi. Donc, il y a un truc qui se propage sans que ça s'explique vraiment, etc., tu vois. Et donc, lui me dit, quand je vais dans les vignes, je cherche à être de bonne humeur, j'essaie de me mettre de bonne humeur, etc., parce que je pense que ça va propager de la bonne humeur à ma vigne, etc. Alors oui, ça peut être complètement perché, et pour autant, il fait un des plus grands vins de Bourgogne, qui se vend des milliers d'euros, etc. Tu vois. Donc voilà. Et il y a des vins beaucoup plus simples et beaucoup plus accessibles en prix qui sont en biodynamie et avec des vignerons hyper sensibles à ces questions-là. Voilà. Dans la biodynamie, tu as des jours feuilles, des jours fruits, et donc tu fais les vendanges tel jour aussi en fonction de la lune, des positions, etc. Enfin, tout ça, c'est très documenté. C'est hyper intéressant. C'est très clivant, mais hyper intéressant. Voilà. Dans la biodynamie, il y a un travail avec la biodiversité aussi qui est beaucoup plus riche qu'en bio, que je trouve aussi très intéressant et qui est peut-être plus factuel pour le coup de ce côté-là. Ok, donc nature, bio, nature et biodynamie, donc les trois types de vins, on va dire un peu plus responsables par rapport aux autres, hein, qui ont souvent un pas de pesticides et qui vont encore plus loin dans la partie culture et aident à la biodiversité de manière plus concrète. Tu parlais de déchets tout à l'heure, de déchets de biodiversité, donc là c'est sur un autre sujet. Vous faites partie des rares, je dis rares parce qu'on n'en connaît pas d'autres, hein, donc c'est à toi de me dire comment est aussi le secteur, comment est-ce qu'il évolue, à faire appel à la partie consigne, notamment sur la partie vin, avoir changé aussi vos étiquettes, certaines parties sur l'étiquette, la capsule, je crois, etc. Est-ce que tu peux m'expliquer déjà tout ce cheminement-là? Ouais. Comment est-ce que vous avez pourquoi déjà vous avez remis en question cette bouteille, hein, parce que pour nous c'est classique, c'est une bouteille avec un bouchon en liège ou en plastique, ça dépend de provenance aussi, j'imagine, en liège et une capsule aussi au-dessus. Pourquoi avoir fait cette décision-là et pourquoi avoir aussi utilisé cette partie consigne? Ouais, en fait, quand on a créé la boîte, tu vois, avec l'équipe, de fait, toute l'équipe est ultra engagée et veut servir, quoi. Et donc, on est tout le temps en train de se poser des questions et de remettre en cause des choses un peu établies. Et depuis toujours, on se disait, mais il faudrait que la consigne revienne. Comment c'est possible que la consigne se fasse dans le vin, etc., etc. Mais c'était un peu un truc que nous-mêmes dans la tête, on l'avait un peu de manière impossible, quoi. Et puis à un moment, on s'est vraiment posé. C'était vraiment il y a peut-être 3 ans, 3 ans et demi. Moi, je me suis posé avec une partie de l'équipe et on s'est dit, mais c'est quoi le next move? C'est quoi le changement qui fera que vraiment on change la donne, quoi? Oui, ce qu'on fait, c'est bio. Oui, c'est des petits vignerons. Oui, il y a plein de petits engagements. Mais c'est quoi le move d'après, quoi? Et à ce moment-là est sorti le sujet consigne. Et on s'est dit, mais est-ce qu'on peut pas prendre ce sujet à bras le corps? Et qu'est-ce que ça veut dire si on le prend? C'est quoi le truc, quoi? C'est quoi la clé? Et là, on s'est aperçu qu'il y avait d'autres gens
autour de nous qui bossaient sur le sujet, d'autres gens qui faisaient des tests, d'autres gens qui avaient appris, etc. Donc on n'est pas du tout les seuls. C'est sûr qu'on est pionniers dans le vin, ça c'est sûr, mais vraiment, c'est un écosystème qui rend le truc possible, quoi. C'est pas du tout un acteur. Et donc là, on a commencé, c'était passionnant, un vrai travail de détective, mais vraiment c'était passionnant. C'est-à-dire qu'on a pris chacun des éléments et on le confrontait avec différents acteurs pour le rendre bénéfique, quoi. Et donc, on a retravaillé l'étiquette, on a retravaillé la colle, la bouteille, on a contribué à réunir tous les acteurs du réemploi en France pour décider un format de bouteille unique, etc. On a fait des tests, on a fait des erreurs, etc., etc. Et donc, c'était intéressant, on était 10 à l'époque dans la boîte, et moi on m'a dit, des grands du vin m'ont dit, mais tu fais fausse route, ça ne marchera pas, tu perds ton temps, etc. Et bizarrement, ça fonctionne, maintenant ça fonctionne dans toute la France, d'autres acteurs s'y mettent, et ça a grave du sens, et maintenant qu'il y a une crise monumentale sur le verre et sur l'énergie, eh bien on voit que la consigne, c'est une grande partie de la réponse, enfin, c'est majeur, quoi. Peut-être pour nos auditeurs, la consigne, c'est 79% de gaz à effet de serre en moins, c'est 76% d'énergie en moins. 76% d'énergie en moins quand on voit le coût de l'énergie qui a explosé. C'est 33% d'eau en moins. Ça, c'est les chiffres de l'ADEME. Et donc, c'est les chiffres de l'ADEME quand on compare une bouteille issue du réemploi, donc issue de la consigne, réemployée, réutilisée, avec une bouteille neuve. Parce qu'une bouteille neuve, quand tu mets une bouteille recyclée, oui, 100% du verre se recycle, mais elle se recycle dans des fours qui chauffent à 1500 degrés, qui chauffent H24, qu'il faut refroidir avec plus d'eau que d'eau nécessaire pour laver les bouteilles. Et dans une bouteille neuve, même si 100% du verre se recycle, dans une bouteille neuve, tu as toujours besoin de nouveaux verres, donc de nouvelles matières, donc de la silice, qui est une matière non renouvelable. Tu vois, dans une bouteille transparente, c'est 80% de verre neuf qu'il faut. Et dans une bouteille sombre, antique, c'est au moins 20% de verre neuf. Et donc la consigne et le réemploi, c'est nécessaire. Enfin, c'est même pas une question de choix, c'est que demain, ce sera obligatoire parce que la silice est une matière non renouvelable. Donc, il y a un moment, on va arriver au bout, comme on va arriver au bout du pétrole, etc. Donc, voilà, c'est tellement plein de bon sens qu'on s'est dit, faisons, tu vois, essuyons tous les plâtres. Au début, une bouteille lavée nous coûtait 3 fois plus cher que la bouteille neuve. Et maintenant, là, cette année, on est 30% moins cher qu'une bouteille neuve. Donc, l'impact est majeur. Et c'est hyper intéressant parce que souvent, on a ce cliché de se dire, quelque chose de plus écologique est plus cher. C'est comme ça. Et là, c'est un bel exemple d'écologie moins chère, quoi. Tu vois. De la même manière, on a enlevé nos capsules sur nos vins. Hyper intéressant, tu vois, la capsule, on a demandé à nos fournisseurs de capsules initiaux, comment c'est fait, où c'est fait, comment ça se recycle. Et on m'a dit, non, en fait, ça se recycle pas parce que c'est pas de l'alu, c'est du complexe d'aluminium, donc c'est de l'alu, de la colle et du PVC mélangé. Et donc, ça se recycle pas. Donc ça veut dire que sur toutes les bouteilles qu'on connaît qui ont une capsule, c'est du déchet, mais du vrai pur déchet. Tu peux rien en faire, quoi. Et donc assez rapidement, on a challengé avec notre communauté et on s'est dit mais non, on fait sauter ce truc-là et maintenant d'autres gens s'y mettent. On n'était pas non plus les premiers et c'est plein de bon sens, quoi, tu vois. Et ça, encore une fois, à quoi ça sert, tu dis? Ouais. Initialement, tu avais la Marianne sur la capsule, donc vraiment le besoin, c'est d'avoir la Marianne et de prouver que tu as payé la taxe sur le vin. Maintenant, il y a d'autres manières de le faire. Tu peux mettre sur la facture que les taxes sont acquittées et donc enlever la Marianne de la capsule. Et donc, tu peux enlever la capsule. Ça reste un élément un peu traditionnel du vin. Et donc, c'est pour ça que, globalement, les gens le gardent. Mais c'est juste pour le côté traditionnel, quoi, tu vois. Mais là, c'est encore une fois un exemple de déchet que tu peux enlever, qui est du coup... ton ensemble est moins cher et c'est plus écologique. Et donc vraiment, de plus en plus, il y a on voit que l'écologie peut aussi contribuer à être plus accessible en prix. Et on sait que là, le sujet prix, argent, est un sujet d'actualité, quoi. Voilà, donc c'est comme ça, avec on a lancé la consigne. Ouais. Ce que tu disais, donc, c'est remettre en question vraiment tous les maillons de la chaîne pour faire en sorte de proposer un produit avec beaucoup plus de sens et de pas se retrouver à dire c'est comme ça. C'est comme ça et du coup on avance avec ce poids, on va dire, au quotidien. Ouais. Moi c'est comme ça, de toute façon la bouteille elle est pas de consigne, il n'y a pas de consigne, c'est pas grave, c'est comme ça, on fera avec. En tout cas j'ai l'impression que c'est comme ça que vous fonctionnez, on en reparlera aussi à la fin parce que ça fait vraiment partie de votre ADN plus concrètement sur ce secteur-là. Donc juste pour rester sur la bouteille en tant que telle par rapport à d'autres marques, etc.
Donc la différence, tu disais, donc c'est pas de capsule, c'est donc une bouteille bien entendu avec consigne. Et tu parlais de qu'est-ce qui en fait concrètement, je vais tout formuler ma question, donc je n'avais pas encore commencé surtout. Le quelle différence entre une bouteille, entre votre bouteille et une bouteille qui n'est pas consignée? Du coup, tu disais c'est la colle. Il y a quoi en fait comme différence concrète qui fait que une bouteille classique ne peut pas être consignée en fait? Je dirais qu'il y a trois choses. Il faut que la bouteille soit le standard validé par le réseau consigne, c'est une chose. Il faut que la colle soit hydrosoluble, c'est-à-dire que quand tu mets ta bouteille avec l'étiquette dans de l'eau, la colle petit à petit s'enlève et tu peux nettoyer l'étiquette et donc avoir une bouteille neuve, enfin vierge quoi. Mm. Et il faut que l'étiquette permette à l'eau de bien passer. Donc il faut pas de dorure, il faut pas de glaçage dessus, tu vois. Euh, il faut pas que son étiquette soit trop grande non plus. Il faut que l'eau puisse passer, s'intégrer dans l'étiquette. Voilà. Euh, c'est pas très compliqué en tant que tel. Ça paraît facile comme ça, mais alors maintenant tout est bien défini. Mais à l'époque, quand on est arrivé, rien n'était défini et donc il y avait tout à trouver. Et maintenant, quand je vois vraiment les critères, je me dis mais vraiment, allons-y tous quoi. Il faut que la filière entière s'y mette quoi. Voilà, c'est en fait pas grand-chose quoi. Ouais, en fait, ouais, il faut se reposer les bonnes questions et faire en sorte de les trouver. Vous avez réussi à trouver les bonnes solutions, les bonnes actions à mettre en place pour recréer cette chaîne-là. Actuellement, vous avez combien de bouteilles qui vous reviennent des consignes? C'est du coup le consommateur qui va aller déposer la consigne chez son caviste ou supermarché, c'est ça? Pour ensuite récupérer et pour réutiliser toute cette chaîne-là, c'est ça? Ouais, c'est exactement ça. Ou bien le consommateur quand c'est des B2C, enfin, des particuliers. Ou bien, tu vois, quand on travaille avec des restaurants, bah eux, c'est plus facile, ils n'ont pas perdu le mouvement parce qu'ils le font toujours sur d'autres boissons. Et donc eux, on les sert en casier, puis ils remplissent les casiers avec les bouteilles vides, et puis hop, quand on va livrer, on ramasse les casiers. Et ça, c'est un fonctionnement qui fonctionne bien. Euh, Peut-être le plus dur, tu vois, dans la consigne, c'est effectivement pas tant l'aspect physique de la bouteille que le flux logistique. Et le flux logistique, en fait, il est pas compliqué, mais complexe. Et donc peut-être nous, le secret qu'on a réussi à percer, c'est bon, de rendre physiquement les bouteilles consignables et lavables, mais aussi de mettre en lien tous les acteurs nécessaires pour que le flux logistique puisse fonctionner. Euh, et pour nous, c'est ça qui a été aussi la clé, quoi. Et peut-être la force qu'on a eue, c'était de justement faire les bonnes synchronisations, les bons liens, tester, essuyer les plâtres, voilà. Et donc effectivement, tu peux acheter ta bouteille dans une épicerie, par exemple, qui vend les vins OE. On en a à peu près maintenant 1000, tu vois, il y a 1000 lieux en France à peu près où il y a la consigne et ça se déploie de plus en plus, vraiment, tout le monde teste, cherche à ouvrir, etc. Tu peux la consommer avec tes amis, la rapporter, après l'épicier va mettre la bouteille dans un casier et quand il aura suffisamment de casiers pleins de bouteilles vides, et bien là, tu as un partenaire qui vient ramasser ces casiers-là, massifier les volumes, laver toutes les bouteilles et nous, on reprend ces bouteilles-là pour les re-remplir, quoi. En fait, c'est assez simple. Mentalement, tu vois, c'est assez simple. Faut aller juste reconstruire tous ces flux-là. Et dans le secteur du coup du vin, vous êtes les seuls à faire ça ou d'autres également se mettent à cette partie consigne? On n'est plus les seuls. À notre époque, on était les seuls qui le faisions au national. Maintenant, on n'est plus les seuls. Il y en a d'autres qui commencent à s'y mettre et tant mieux. Je dis tant mieux parce que c'est vraiment un enjeu majeur et la consigne fonctionnera s'il y a des volumes. Donc il faut que d'autres acteurs s'y mettent, il faut que tout le monde joue le jeu. Et à terme, enfin, je pense que dans 10 ans, même 5 ans, la filière vin sera en consigne en France. Mais parce que les bénéfices sont majeurs, vraiment. Enfin, 80% de gaz à effet de serre en moins, c'est juste, on n'a pas le choix, il faut y aller, quoi. Surtout pour une action qui est pas si compliquée que ça en soi. Et, enfin, t'as d'autant plus de sens de le faire et d'autant plus, comme tu disais, si in fine votre vin et tout le flux logistique que vous avez réussi à créer en plus moins cher pour le, euh, pour le consommateur ou pour la personne en B2B directement, c'est en effet beaucoup plus pertinent. Euh, Avant de passer, je voulais parler également du fait que vous étiez entreprise à mission, Bicorp, etc. Mais on en parlera juste après. Juste un conseil que je voulais te demander, un avis. Quand on est chez un caviste, pour se mettre aussi à la place des auditeurs ou auditrices, quelles sont les questions à poser pour être sûr qu'on se retrouve avec un vin qui a des critères un minimum
durable sur lié du coup à cette partie écologique et biodiversité, etc. Ouais, c'est une bonne question. Je trouve qu'elle est difficile parce que il faut vraiment tomber sur un bon caviste pour qu'il soit au courant de précisément comment le viticulteur travaille. Nous, la chance, j'avoue qu'on a, c'est qu'on va chez nos viticulteurs, on les connaît, on fait les vendanges chez eux, on travaille avec eux, donc vraiment on travaille avec eux quoi. On plante des arbres avec eux, on analyse les sols avec eux, donc vraiment on a une relation qui est très unique. Euh, déjà chez un caviste très bêtement quelque part, au moins je prendrais un vin bio, et après je poserai la question de est-ce que ce caviste sait comment travaille ce viticulteur par rapport à la biodiversité. Est-ce qu'il y a des actions mises en place mais là, je pense que Kevin n'aura jamais la réponse. Mais quels sont, c'est quoi le plan de bataille pro biodiversité? Est-ce que c'est un viticulteur qui travaille l'agroforesterie? euh, Est-ce qu'il y a d'autres plantations autour de sa vigne pour favoriser les choses, etc. Enfin, mais honnêtement, je pense que un caviste n'a pas la réponse. Et encore, c'est lui le plus à même d'avoir la réponse. Dans une épicerie, ce sera moins le cas. Et en grande surface ou dans un restaurant, c'est juste impossible. Euh, et c'est pour ça, tu vois, nous, on a mis sur nos bouteilles maintenant un QR code où tu peux scanner et tu as directement le vigneron qui te parle et qui te dit, bah voilà comment il produit mon vin. Clique ici, on visite les vignes. Clique ici, tu visites le chai, etc. Ce que je trouve très sympa. Mais au-delà du sympa, c'est que bah, c'est aussi un moyen pour que directement tu aies la source de l'information, quoi. Là où je comprends, un caviste, il a beaucoup de bouteilles, c'est aussi impossible pour lui, ou en tout cas dur, ou challengeant d'être au fait de chacun des vignerons et de sa roadmap environnementale, quoi. Mais je me baserais au moins, du coup, en tant qu'acheteur, sur les labels, tu vois, en favorisant des vins au moins bio et au max en biodynamie, quoi. Et quand on va chez le viticulteur, quelles sont les questions que le consommateur peut poser pour faire en sorte d'aller faire évoluer son avis sur la question quand il est en conventionnel, parce que j'imagine que la majorité sont en conventionnel encore actuellement. La majorité est en conventionnel, c'est vrai, mais ça évolue beaucoup. Il y a 15-20% de nouveaux vignerons bio chaque année, quoi, donc vraiment ça progresse. Quelle question poser? Moi, je lui poserais la question de comment est-ce qu'il travaille ses sols et quelle relation il a avec la biodiversité dans son domaine. Et honnêtement, je veux vraiment pas jeter la pierre aux vignerons qui sont en conventionnel, etc. Très souvent, ils font ce qu'on leur a appris à être bien, quoi. Euh, mais je pense qu'en leur posant ces questions-là, on verra déjà le chemin qu'ils ont commencé à faire, parce qu'ils l'ont forcément commencé pour être sensible à la biodiversité, la protéger d'une manière ou d'une autre, etc. Et petit à petit, quand tu mets la main là-dedans, c'est assez merveilleux, mais je pense que tu peux que continuer, quoi, tu vois. Euh, voilà, souvent, c'est des gens aussi, on peut leur poser de l'évolution de leur marché, parce que leur marché évolue, ils doivent aussi, eux, se réorienter. Très souvent, c'est des gens qui répondent à des besoins de marché, donc ben, on leur dit, je veux des vins à 2 euros, bah, eux, ils produisent ce qu'il faut faire pour avoir des vins à 2 euros, malheureusement. Mais peut-être aussi ils peuvent travailler pour avoir d'autres débouchés, peut-être plus valorisantes financièrement parlant, et donc ils peuvent aussi mettre plus de main-d'œuvre et s'engager plus fortement pour la biodiversité, pour le bio, etc. Donc voilà, c'est comment ils voient l'évolution de leur marché, qu'est-ce qu'ils font pour s'y adapter. Euh, ouais, je pense ces questions-là qui feront que petit à petit ça contribue à l'évolution, quoi. Qu'est-ce qui manque au secteur pour aller plus vite encore? Je pense qu'il manque des connaissances, mais au secteur, mais comme largement, hein, tu vois. Mais quand tu fais une fresque du climat, une fresque de la biodiversité, tu t'aperçois des choses. Hein, vraiment, c'est très concret, quoi. Quand tu fais l'atelier d'automne, tu sais, pour revoir tout ton cursus perso, quoi, et aller vers les tentes, vers les 2 tonnes, bah, tu t'aperçois en fait des choses, des grandeurs, des ordres de grandeur, quoi. Et quand tu vois ça, tu dis, bah, mais évidemment, on fait la consigne, évidemment, j'arrête les pesticides, évidemment, je dois tendre dans ce chemin-là. Personne ne sera parfait, mais en tout cas, tout le monde peut y tendre, quoi. Et je pense qu'il y a ce truc-là. Et c'est vrai qu'on est une filière où c'est plein de petits acteurs. Chacun de ces vignerons, c'est beaucoup de petits, quoi. Alors certains sont réunis en cave coopérative, etc. Mais c'est un vrai défi parce qu'ils ont peu de temps, ils ont peu de moyens aussi, etc. Ils sont sur 1000 questions en même temps, administratives, agricoles, etc. Plus leur vie de famille, etc. Et donc ils ont peu de temps aussi pour ces questions-là. Mais je pense que c'est vraiment ça, c'est se rendre compte, gagner en conscience des enjeux. Euh,
Mais ça demande quand même de faire un choix de bascule, un peu de faire un pas dans le vide parce que tu remets en cause un ordre établi, tu remets en cause des choses. Comme moi, on m'a dit, tu fais fausse route, ça ne marchera pas, mais ce truc-là, tu l'as en tête et pour le sortir de ta tête, alors que c'est ta culture familiale depuis plusieurs générations souvent, ben c'est vraiment un défi quoi. Euh, mais donc nous, on essaie d'y contribuer, mais il faut que la filière entière y contribue et vraiment ça bouge de plein de côtés. Donc je suis assez optimiste quelque part, même si je veux toujours que ça aille plus vite, quoi. On veut toujours que ça aille plus vite, mais en effet, mais faut rester optimiste comme vous l'avez été et avec beaucoup d'ambition, beaucoup de remise en question au quotidien sur ce que vous faites. Je voulais venir sur ce secteur-là aussi. Vous êtes Bicorp, du coup, vous êtes une entreprise à mission aussi. Oui, Et au global, vous remettez en question pas mal de sujets, comme tu parlais de la consigne juste avant, donc un gros sujet, que ce soit sur le secteur viticole ou d'autres. On en parlait aussi la dernière fois sur le sujet de Noël notamment, euh, sur la remise en question de votre je vais dire chaîne logistique ou en tout cas organisation pendant Noël. Est-ce que tu peux m'en parler pendant les fêtes au plus global? oui. En fait, on est animé par une grande cohérence de bout en bout. Donc on a pas mal parlé des vignerons, on a parlé de la consigne, mais il y a tout le zéro déchet qu'on travaille vraiment drastiquement. Mais il y a aussi tout l'aspect humain. Moi, je crois vraiment que quand un client achète bio, il achète aussi un état d'esprit bio, on va dire positif de manière générale, quoi. C'est pas qu'un simple label, etc. Et je pense aussi que l'entreprise doit évoluer et servir le bien commun. Je pense que c'est possible et je pense que c'est nécessaire. Et donc avec OE, on veut aussi contribuer à ça du mieux qu'on peut. Et donc aussi sur l'aspect humain, en cohérence, on a mis pas mal d'actions en place. Celle que tu évoques là sur Noël, c'est que on a décidé entre Noël et le jour de l'an de fermer complètement. Donc la boîte a 7 ans et jusqu'à présent, il y avait toujours quelqu'un ou une ou deux personnes qui étaient toujours là pour répondre aux clients quand même, et puis pour shooter toutes les commandes qui devaient partir entre Noël et le jour de l'an. Et là, on s'est dit, mais il n'y a pas de raison en fait que cette urgence prenne le dessus sur nos vies de famille et que du coup, ce soit les équipes et souvent les équipes logistiques euh, qui restent là et qui aussi ils ont leur famille un peu partout en France qui reste à Lyon, là où on est, pour shooter. Alors oui, on s'organise et ok, il y a des rotations, tout ça. Pour autant, je trouve merveilleux si une boîte peut offrir à ses équipes un beau Noël en famille, serein, tranquille. Voilà. Et effectivement, certainement qu'on perdra des commandes ici ou là. Mais je me dis que sur le long terme, c'est bénéfique. Les gens le verront, verront le sens qu'on essaie d'apporter à ça. Et quelque part, de recevoir sa commande 48 heures après, ou bien sa commande une semaine ou 10 jours après, honnêtement, ça change pas la donne, quoi. On vend pas des médicaments, mais on vend du vin et ça reste ok, quoi, je trouve. Voilà. Après, sur la cohérence, on a employé des personnes avec un handicap en CDI chez nous, au contact, et j'adore ça. Ils nous apportent énormément. On est transparent sur les salaires, on crée les conditions d'une certaine bienveillance et on est tout le temps en alerte là-dessus pour nous améliorer sur certains aspects. Voilà, il y a plein de choses qu'on fait comme ça pour favoriser la vie de l'équipe. Là, j'ai demandé à Mathilde de l'équipe d'essayer de réfléchir comment OE peut mieux servir les familles. On commence à avoir des petites familles ici et là au sein des équipes, quoi. Et se dire comment est-ce qu'on peut mieux servir ça, respecter le rythme familial des uns des autres, etc. Enfin, qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Est-ce qu'il faut qu'on fasse différentes améliorations, modifications dans notre fonctionnement ou pas, enfin, etc. Voilà, essayer de réfléchir à tout ça. Et je pense que cette cohérence-là, c'est ça qui nous anime, c'est ça qui nous démarque aussi. Euh, et vraiment, je veux pas dire qu'on est parfait, loin de là, parce que plus ça va, plus on avance, plus on voit tout ce qui reste à faire. Mais ce que j'adore chez nous, c'est ce chemin qu'on essaie d'avoir, essayer de voir qu'est-ce qu'on a dans les mains et comment on peut le mettre au profit du bien commun, comment ça peut aider les uns les autres, comment on peut en faire quelque chose, quoi. Et j'adore cette histoire-là. Moi, c'est ce qui m'anime le plus. Et donc, voir les déchets qu'on a, comment on peut en faire quelque chose, voir est-ce que la question du handicap, on peut en faire quelque chose, voir voilà, tous ces sujets-là. Et ouais, c'est dur, mais c'est passionnant. Et c'est ça qui nous anime vraiment. Et d'utiliser ce qu'on fait pour servir, quoi. J'aime bien cette logique-là, quoi. Je voulais terminer par les 3 questions de fin, Thomas, en commençant par un contenu. Est-ce que tu aurais un contenu à nous partager qui t'a marqué récemment?
Ouais, récemment j'ai lu le livre Entrepreneur malgré moi d'Yvon Chouinard. Yvon Chouinard, c'est un peu un modèle pour beaucoup d'entrepreneurs du changement. C'est lui le fondateur de Patagonia. Il a vraiment contribué à Bicorp, il a vraiment contribué à 1% pour la planète. Et vraiment, il est dans ce mouvement-là d'utiliser l'entrepreneuriat pour faire le bien. Euh, ouais, et donc son bouquin est vraiment un bel exemple de tout ça. Et là, très récemment, il a annoncé confier Patagonia à une association dédiée et donc enfin, ne pas mettre Patagonia en bourse alors qu'il aurait pu se faire des millions, des centaines de millions d'euros ou de dollars, mais confier Patagonia à une entité au-dessus pour protéger la planète, quoi, pour servir la Terre. Et ouais, c'est un gars qui est radical, ultra inspirant et un vrai businessman, donc canon. Est-ce que tu as une action pour agir dès demain dans le bon sens? Ouais, une action pour agir dès demain, bon, il y en a mille, mais une chose que moi je m'applique à moi et vraiment que j'aime bien, c'est d'être fier de chaque achat que je fais. Et donc j'avoue que j'achète peu de choses, mais chaque chose que j'achète, je la choisis, je prends le temps de la choisir. Quelque part, je me passionne pour ça, et ça peut être un simple vêtement, ça peut être une paire de chaussettes, mais j'adore ce truc-là. Et donc c'est vrai que ça me prend plus de temps, mais j'avoue que ça me passionne, et chaque chose, j'en suis fier, j'ai une histoire à raconter dessus, etc. Et du coup, j'achète aussi des choses peut-être plus durables, qui ont peut-être plus de valeur financière, mais plus de valeur aussi à mes yeux. J'en achète moins. Il y a quelque chose d'assez bénéfique à ça. Je pense que si tout le monde était fier de ses achats, bah, il y aurait quelque chose qui changerait. Et enfin, un ou une invitée que tu recommanderais dans le podcast. Ouais, franchement, je pense à Marie de We Dress Fair. C'est une Lyonnaise aussi comme nous. Et Marie, elle est comme moi, elle a fait Ticket for Change. On se retrouve régulièrement sur des ateliers Ticket for Change. Et donc, elle est dans le vêtement. Et le vêtement, c'est un vrai sujet aussi. Et donc voilà, Marie, avec grand plaisir pour l'inviter. Ok, très bien. Ben, merci pour ce contact. Si on souhaite vous retrouver, Thomas, où est-ce qu'on peut le faire? On peut nous retrouver sur oeforgood.com. On peut nous retrouver dans plein d'épiceries, vrac, bio, zéro déchet, et aller chez eux, c'est toujours des gens formidables qui sont derrière ces épiceries. On peut nous retrouver chez Naturalia, chez Botanique, et puis dans d'autres lieux encore. Ok, top. Ben, merci beaucoup. Merci pour ton temps, Thomas, aujourd'hui. Et vive. Antoine, merci beaucoup.